Ce qui appartient à hier n'est plus réel, et ce qui appartient à demain n'est pas encore manifeste. Aussi est-il compréhensible que, dans cette période molle de flottement et d'indécision, l'on soit tenté de jeter un regard nostalgique sur les bons vieux temps. Toutefois, ne pourrions-nous pas nous demander si, au lieu d'être une période de décadence irréversible, comme on serait tenté de le croire, notre époque n'était pas en fait plutôt une sorte d'entracte, une pause nécessaire avant la reprise de la pièce. Actuellement, le rideau reste baissé, et l'on prépare la distribution des rôles et l'installation des décors. C'est en tout cas à ce changement de perspective et d'attitude mentale que nous invite Ernst Jünger dans son livre magistral et incandescent, Le Travailleur. Le progrès fait rage, ou du moins le progrès des idéologies égalitaires. En effet, rien ne semble pouvoir arrêter la vague de destruction, de mélanges incongrus ou de confusion simplificatrice à laquelle nous assistons. Face à un tel phénomène, on se demande souvent comment arrêter cette machine infernale et mettre fin à sa cadence effrénée. C'est au fond la position d'un certain conservatisme politique classique qui cherche uniquement à préserver le statu quo. Il dit non aux excès de la modernité, mais dit en fait oui à la tendance principale de celle-ci. Son but consiste principalement à freiner chaque nouvelle étape vers laquelle la modernité nous emmène, et ce faisant, il est à sa traîne. Son combat peut se résumer en fait à ces quelques mots: plus lentement, pas maintenant, remettons ça à plus tard. Mais telle n'est pas la seule attitude possible. Comme l'indiquait le penseur allemand Arthur Müller-Vandenbruck, auparavant les conservateurs tentaient d'arrêter la révolution, maintenant nous devons en prendre la tête. Et c'est parce que cette injonction me paraît d'une profonde justesse que je voudrais montrer avec Ernst Jünger qu'il ne faut pas s'efforcer de geler le temps ni encore moins de revenir dans le passé, mais plutôt consentir à faire un saut en avant, porter un nouveau regard sur les transformations destructrices de notre temps et comprendre qu'il s'agit peut-être en fait de préparatifs d'une nouvelle unité de temps, de lieu et d'action, d'une nouvelle unité dramatique dont l'avènement se profile par-delà les ruines de la culture. Mais avant, quelques mots sur Ernst Jünger lui-même. Jünger est un grand écrivain allemand du XXe siècle, né en 1895 à Heidelberg et mort à l'âge de 103 ans en 1998. Comme une vie de centenaire pleine d'aventures et de fougues ne se laisse pas résumer en quelques minutes, je ne présenterai qu'une mince partie de sa vie qui nous intéresse ici pour la compréhension de notre sujet. Si Jünger entra dans l'histoire, c'est d'abord en raison de son engagement personnel lors de la Première Guerre mondiale à l'âge de 19 ans et qu'il sut raconter ensuite dans son livre Orage d'acier, un des plus beaux livres de guerre jamais écrits. Blessé 14 fois au cours de la guerre, il est le plus jeune soldat à avoir été décoré de l'Ordre pour le mérite, distinction la plus prestigieuse de l'armée allemande, dont il fut le dernier récipiendaire vivant. La paix revenue, il rédigea plusieurs autres ouvrages sur la guerre, comme Le combat comme expérience intérieure, Feu et sang, ou Le Bocteau 125, qui illustrent la hauteur de ses sentiments. En effet, bien que l'ombre de la défaite soit présente dans tout le livre, on y chercherait en vain un mot de rancœur ou une trace de haine à l'encontre de ses ennemis d'hier. Il s'y manifeste même, au contraire, une certaine sympathie pour ceux que Jünger a pourtant combattus avec une fureur déchaînée. Renouant avec l'esprit de l'Iliade, il est prêt à considérer que l'adversaire est aussi dans son droit. Le Français qui lutte pour sa patrie est aussi justifié dans son acte que l'Allemand qui défend la sienne. C'est pourquoi, écrit-il, quand on honore l'héroïsme, on l'honore partout, et tout d'abord chez l'ennemi. C'est pourquoi il n'est pas si contradictoire que l'auteur qui est le plus marqué Jünger à cette époque, le faisant passer du simple conservatisme au nationalisme, fut l'écrivain français Maurice Barrès, chantre du nationalisme français par excellence, avec des livres comme Le culte du moi ou Du sang, de la volupté et de la mort. En plus de Barrès, ses principaux maîtres intellectuels furent également Nietzsche et Oswald Spengler, qu'il lut abondamment. À cette époque, Jünger est une des plus grandes figures du nationalisme révolutionnaire, une des tendances de ce mouvement intellectuel qu'Armin Mohler appela la révolution conservatrice allemande, au sein de laquelle on retrouve par exemple des penseurs comme Oswald Spengler, Werner Sombart, Ernst Niekisch, Arthur Müller-Vandenbruck, Gottfried Benn ou encore Carl Schmitt, avec lequel Jünger entretiendra une longue amitié. Constatant le nihilisme montant en Europe,
Le jeune Jünger ne le déplore pas pour autant. Aucune mélancolie ne transparaît en effet dans ses premiers écrits, mais aucun sentiment de joie non plus. L'action des aventuriers, des hommes qui vivent dangereusement en s'imposant une implacable discipline personnelle, est à ses yeux un modèle. Faire face à l'épreuve, s'endurcir à la douleur, vivre dangereusement, tels sont au fond les principes de son réalisme héroïque. C'est cette attitude qu'on retrouve dans Le Travailleur, le texte le plus politique et le plus fracassant de Jünger, paru en 1932, qui montre sa volonté de poser les bases d'un nouvel état d'esprit, révolutionnaire et actif, seul capable, selon lui, de dépasser le nihilisme passif de son époque. C'est donc des réflexions développées dans Le Travailleur dont je voudrais parler aujourd'hui, véritable bible du réalisme héroïque. Même si ce texte est certainement le chef-d'œuvre politique de Jünger, je tiens à dire d'emblée qu'il ne faut pas lire ce livre comme on lirait un livre de doctrine. Jünger n'était en effet pas un philosophe et encore moins un doctrinaire, c'était un esprit poétique et profondément imaginatif et c'est ainsi qu'il doit être accueilli. Dans ce texte, Jünger entend donc tracer l'ébauche de l'homme de l'époque à venir, un homme qui devra incarner l'unité des contraires, qui devra dépasser les apories du monde libéral et bourgeois, et qui sera, comme l'écrit Jünger, le fruit des nouvelles épousailles de la vie avec le danger. La tâche de l'homme nouveau ne sera pas de lutter contre le monde qui vient avec la nostalgie des stabilités perdues, mais bien plutôt de jouer son va-tout en avant vers le nouvel âge. Car le point de départ de son livre, c'est ce qu'il appelle le retour ou l'irruption de l'élémentaire dans le monde bourgeois. Le concept de l'élémentaire occupe une place centrale dans la pensée de Jünger. Il désigne les puissances les plus profondes de la réalité, lesquelles échappent aux catégories intellectualistes ou moralistes, et qui sont caractérisées par une transcendance aussi bien positive que négative par rapport à l'individu. De la même façon qu'on pourrait parler des forces élémentaires de la nature. Sur le plan intérieur, il s'agit de puissances qui peuvent faire irruption dans la vie individuelle comme dans la vie collective, en provenance du tréfonds de la psyché. Or, ce que montre Jünger, c'est que le monde bourgeois, c'est-à-dire le monde issu des principes de la philosophie rationaliste des Lumières, pour faire très très court, c'est que le monde bourgeois, donc, cherche absolument à exclure l'élémentaire de son espace vital, car elle l'identifie à l'absurde et à l'insensé. Pour Jünger, ce qui caractérise le plus la mentalité bourgeoise, c'est la recherche de la sécurité et du confort en toute chose, qu'elle croit pouvoir atteindre par une approche purement rationaliste de la réalité. Pour elle, toute irruption de l'élémentaire, c'est-à-dire d'une force qui ne se laisse pas maîtriser ou appréhender par la raison, est par définition irrationnelle, dangereuse et immorale par excellence. Aussi cherchera-t-elle toujours à tenir à distance l'élémentaire qui lui apparaisse sous les traits de la puissance ou de la passion. Avant de poursuivre, une petite précision tout d'abord. Ernst Jünger n'est pas un adversaire de la raison, mais il établit une distinction fondamentale entre la rationalité, la capacité de raisonner d'une part, et le culte de la raison d'autre part, pour qui il n'y a d'ordre social possible que dans le cadre d'un rationalisme basé sur la mise à l'abri de l'existence de toute intrusion de l'élémentaire. Dans une telle optique, le danger, le conflit, les rapports d'inimitié en général même, sont perçus comme autant d'absurdités ou d'erreurs qui doivent disparaître avec le temps, par l'éducation ou par les lumières de la raison par exemple. Or, le conflit, le danger, le risque, la passion, la souffrance ne disparaissent précisément jamais, car ils appartiennent à l'ordre de l'élémentaire. Et c'est bien parce qu'il est incapable de regarder la réalité en face que le monde bourgeois est condamné à une fuite en avant, car il est incapable de trouver un sens au retour de l'élémentaire dans la vie sociale. De même, rechercher la sécurité ou le confort n'est pas blâmable en soi pour Jünger. Mais il y a une contradiction à vouloir rechercher la sécurité à tout prix, tout en étant incapable de saisir que le danger ou le conflit est inhérent à la vie humaine. En se convainquant que le danger n'existe pas, et en faisant de la sécurité et du confort les valeurs suprêmes de l'humanité, le monde bourgeois se rend par la même occasion incapable de les garantir une fois que le danger survient à nouveau. En hypertrophiant la raison, le bourgeois la rend profondément incompatible avec l'élémentaire. Or, cette antithèse ne peut être retenue comme valable par le type humain de l'avenir, et est du reste déjà dépassée par des figures éternelles comme celles du croyant, du guerrier et de l'artiste. Pour le guerrier, par exemple, la bataille est un événement en lequel se réalise un ordre supérieur. Pour le poète, les conflits les plus tragiques sont des situations où il peut saisir de façon particulièrement aiguë le sens de l'existence. Quant au croyant, dit-il, il participe à la sphère plus vaste d'une vie lourde de sens. Que ce soit à travers l'épreuve et le danger ou le miracle, le destin le fait accéder directement à une forme d'action plus intense.
Avec le travailleur, Jünger essaye de faire percevoir à ses contemporains la forme ou le type idéal et mythique que revêtira la figure de l'avenir dans une Europe redevenue souveraine et futuriste, détachée aussi bien de l'Amérique que de l'URSS à l'époque. Néanmoins, comme Dominique Wenner, il me semble que le titre de l'ouvrage, Le Travailleur, Der Arbeiter en allemand, est plutôt mal choisi et même assez équivoque de nos jours. Le travailleur n'a en effet rien à voir avec le prolétaire du marxisme, et des mots comme l'ouvrier ou le technicien ne font pas vraiment avancer la compréhension non plus, car le livre n'a rien d'un traité d'économie politique. Le travailleur est avant tout l'antithèse du bourgeois. C'est peut-être la meilleure définition qu'on puisse en donner. Il incarne la réconciliation de l'esprit guerrier d'une part et de la domination technique d'autre part. Il est une sorte de titan, comme l'écrira Jünger par la suite. Au monde inorganique et inauthentique du bourgeois, Jünger oppose celui du travailleur, unissant le dynamisme de la technique à l'esprit héroïque. De même que le Zarathustra de Nietzsche venait enseigner la pensée du dépassement propre au surhomme, le travailleur de Jünger entend donner une forme à cette volonté de puissance. La technique, comme il écrit souvent, est le mode d'être par lequel le travailleur mobilise le monde. C'est justement le dynamisme et la souplesse propres à sa pensée, l'audace de proposer des synthèses originales, qui font de Jünger un penseur profondément nietzschéen. Nietzsche est un auteur bien souvent cité, et ses concepts principaux sont assez largement connus, au moins de nom. Mais au-delà de tous les commentaires écrits sur lui, l'essence du nietzschéisme, pour la définir très simplement, c'est d'induire une rétivité permanente à l'endroit de ce qui se rigidifie et se pétrifie. Son idée principale est qu'il faut créer, façonner du nouveau sur base de matériaux immémoriaux, être toujours capable d'accepter de nouvelles jouvences et ne jamais accepter ce qui a perdu tout souffle et toute vitalité. Nietzsche invite à détruire le vermoulu à coups de marteau afin de remettre en place des créations vivantes ou de raviver des sources pérennes. On conserve les sources pérennes, mais on détruit révolutionnairement ce qu'elles n'irriguent plus. Comme l'écrit Nietzsche, Was fällt, das soll man auch noch stoßen, ce qui tombe, il ne faut pas le retenir, il faut le pousser. Comme le note très justement Jünger, le monde bourgeois, libéral et égalitaire est menacé en son cœur par le développement de la technique et par l'idée du progrès elle-même. Bien que porteuse de valeurs égalitaires, héritée de la philosophie des Lumières, l'idée du progrès posséderait un fond caché pour Jünger. Elle possède une ivresse de la connaissance dont l'origine est parfaitement logique, un orgueil de l'invention technique, de l'accès au domaine illimité de l'espace, et qui contient le pressentiment d'une volonté de puissance plus profonde vis-à-vis de laquelle tout ceci constitue une armure destinée à affronter des batailles et des révoltes insoupçonnées. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est aussi précieuse et digne de soins plus jaloux que jamais soldat ne prodigua à ses propres armes. Pour paraphraser Maurras, un progressisme débarrassé de l'élément libéral et égalitaire ira à la nouvelle figure mythique du travailleur comme un gant bien fait à une belle main. Jünger essaye donc de pousser la logique du nationalisme révolutionnaire jusqu'à son paroxysme, jusqu'au bout de sa logique innovante et révolutionnaire. C'est le projet d'une révolution totale, mais orientée vers le développement lui aussi total de la personne humaine. L'erreur de la pensée libérale et égalitaire est de confondre individu et personne, et de n'envisager la liberté que sous un mode négatif. L'individu libéré de quelque chose, comme l'individu libéré de ses déterminations historiques par exemple, de ses déterminations culturelles, ethniques, sexuelles, sociales, etc. Dans cette optique, le progrès n'est conçu que comme un mouvement perpétuel de détachement et de mutilation de l'individu. La liberté telle que la conçoit Jünger est positive. C'est une liberté pour quelque chose, pour la figure de l'homme de l'avenir par exemple. Et le progrès, sainement compris, sera un progrès devant mener à ce type d'homme à la hauteur des défis de l'humanité. Comme l'écrit Jünger, le désespoir le plus amer d'une vie consiste à ne s'être pas accompli, à n'avoir pas été à la hauteur de soi-même. Tous les grands moments de la vie, les rêves ardents de la jeunesse, l'enivrement de l'amour, le feu de la bataille, coïncident avec une conscience de la figure. Et le souvenir est le retour magique de la figure qui émeut le cœur et persuade du caractère impérissable de ces moments. Ainsi, la figure du travailleur constitue le paroxysme anthropologique de l'ère industrielle. Il incarne une figure futuriste réconciliée avec la technique. De même que les samouraïs du Japon devinrent de grands capitaines d'industrie et servirent ainsi la puissance montante de l'empire du soleil levant, le développement de la technique peut susciter de nouvelles élites.
Mais ces élites, pour durer, doivent se défaire sans aucun état d'âme de toutes les mièvreries incapacitantes de l'égalitarisme que la bourgeoisie traîne encore à sa suite. Le monde du travailleur jungérien est celui d'un ordre épuré de ses anachronismes, poussé au paroxysme de ses exigences éthiques et hiérarchiques, futurisés et lumineux. Évidemment, Jünger ne se livre pas à une apologie sans réserve de la technique. Il est bien conscient du caractère mortifère et destructeur que celle-ci peut porter dans son arraisonnement total du monde. Mais nous nous retrouvons à une époque de l'histoire humaine devant laquelle aucun retour en arrière n'est possible, constate-t-il. Il nous faut soit nous laisser détruire par un processus et un développement qui échappent à tout contrôle, soit reprendre la main sur lui par l'avènement d'une nouvelle figure humaine. Il ne s'agit pas d'arrêter le géant déchaîné, selon l'expression de Werner Sombart, mais de dominer le processus de la technique en l'adaptant à l'être propre de l'homme. Or, une telle chose sera à jamais impossible tant que prévaudra la mentalité bourgeoise qui ne cherche que des solutions bon marché, qui ne sont que des palliatifs, et qui imagine qu'on peut éviter des catastrophes au moyen de marchandage et de conférences. Seule une mentalité héroïque, prête au sacrifice, pourra faire advenir un nouveau classicisme de l'action et de la domination. Comme le note Jünger, nous assistons au spectacle d'une fin comparable aux catastrophes géologiques. Mais ce serait perdre son temps, continue-t-il, que le faire chorus avec le pessimisme des vaincus, comme avec l'optimisme superficiel des vainqueurs. Il est bien plus important, écrit-il dans une belle formule, de découvrir le lieu où l'on peut saisir l'épée autrement que du côté de la lame. Il est capital de savoir voir. Nous avons affaire à une de ces révolutions matérielles, dit-il, qui coïncide avec l'apparition de races auxquelles est accordée la magie de moyens nouveaux, comme hier le bronze, le fer, le cheval ou la voile. De même que le cheval n'acquiert une signification qu'à travers le cavalier, le fer à travers le forgeron et le bateau à travers le type du navigateur, de même la métaphysique des moyens techniques se révélera-t-elle au grand jour lorsqu'apparaîtra la race du travailleur en tant que grandeur subordonnée à eux. Il est frappant de voir à quel point les thèses de Jünger consonnent assez largement avec celles de Guillaume Faye dans l'archéofuturisme, qui partageait ce même goût pour la figure des titans. Pour l'un comme pour l'autre, en effet, le monde moderne, bourgeois et égalitaire, n'a pas vocation à durer, car ses pieds sont faits d'argile. Pour Guillaume Faye, en effet, il s'agit d'une parenthèse, avant le retour d'une mentalité néo-archaïque. Pour Jünger, il s'agit d'un entracte, lors duquel, une fois le rideau tombé, on prépare dans les coulisses les prochains costumes des personnages. Les thèmes fondamentaux resteront les mêmes, mais différente sera la langue en laquelle ils seront traduits lors de l'attribution des rôles. Les héros, les saints, les amants ne meurent jamais, écrit-il, chaque époque les découvre à nouveau. Nous vivons une sorte d'interrègne, une étrange période de domination déclinante et de domination non encore advenue. Mais cela ne doit pas être le motif d'un quelconque désespoir, au contraire. Il s'agit bien plutôt d'un défi à relever. Un défi effrayant, certes, mais incroyablement stimulant également. Loin d'être un ouvrage dogmatique, le livre de Jünger invite bien plutôt ses lecteurs à se poser une question. Et si, loin de n'apporter que la ruine, le travail de destruction s'achevait aussi par la redécouverte d'une réalité capable de servir de base à l'édification d'une nouvelle culture? Et s'il avait eu pour effet de mettre en évidence l'existence de forces élémentaires dans le cœur de l'homme? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis évidemment loin d'avoir fait tout le tour du sujet, le livre de Jünger est extrêmement riche, mais j'espère en tout cas avoir réussi à exposer certaines idées majeures qui me paraissent fondamentales aujourd'hui. Si vous voulez approfondir la question de votre côté, vous pouvez évidemment lire directement Le Travailleur, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps avec d'autres essais de son auteur dans une très belle édition. Et à propos de livres, je voudrais en conseiller certains que je trouve remarquables. Tout d'abord, sur le personnage de Jünger lui-même, la biographie intellectuelle que lui a consacrée Dominique Wenner, Ernst Jünger, un autre destin européen, dans lequel vous trouverez le récit de sa vie, de l'évolution de sa pensée. Le livre est vraiment tout à fait excellent si vous vous intéressez à ce personnage. Ensuite, un livre de Julius Evola sur la figure du travailleur chez Ernst Jünger, qui a été édité pour la première fois en français par les éditions de la Nouvelle Librairie. Alors ce livre est tout à fait remarquable en ceci qu'il offre un exposé clair et limpide des idées de Jünger. Comme je vous l'ai dit au début, Ernst Jünger est avant tout un artiste et un esprit artistique, ce qui fait que ses idées sont souvent exposées de manière assez chatoyante et assez onirique. Ici, avec Julius Evola, vous trouverez un exposé clair, limpide,
de ces idées, ainsi qu'une analyse de celles-ci, qui sont vraiment très intéressantes. Et enfin, si vous vous intéressez au contexte intellectuel de l'époque et à ce courant de pensée qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande, je ne saurais trop vous conseiller les 2 recueils de Robert Stuckers à ce sujet, qui sont vraiment extrêmement intéressants et très plaisants à lire, très accessibles, dans lesquels vous trouverez des articles, des entretiens sur des figures de ce courant, comme Ernst Jünger lui-même, Arnold Gehlen, Heidegger, Arthur Müller-Vandenbruck, et j'en passe. Bref, vous ne regretterez pas du tout votre lecture. Donc si ça vous intéresse, je mettrai les liens pour vous procurer ces livres en description de cette vidéo. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de celle-ci, à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Rejoignez-moi également sur Twitter, Telegram et Instagram. Et surtout, partagez mes vidéos au maximum s'il vous plaît, cela m'aiderait énormément dans mon travail. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère.